Est-ce que l'on se souvient encore du confinement lors de la pandémie du Covid? Ouais, le confinement, les apéros en visio, ouais, c'est ça. Les autorisations pour aller faire les courses, ouais, exactement. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'on avait tous imaginé qu'un monde nouveau en sortirait, plus solidaire, plus écolo, plus responsable? Eh bien, figurez-vous qu'en 2025, l'engagement bénévole des Français n'a toujours pas retrouvé le niveau d'avant pandémie. Ça calme. Mais au milieu de ce tableau un peu sombre, une petite note positive. Les jeunes sont désormais pratiquement aussi engagés dans le bénévolat que leurs aînés retraités. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le dossier Solidarité, les jeunes mobilisés. Jeudi soir? Non, je peux pas. J'ai maraude. En paroisse, dans le cadre scolaire, universitaire ou dans les mouvements de jeunesse, s'engager est de plus en plus naturellement intégré comme une activité normale chez les jeunes. Un quart des 15-34 ans ont un engagement bénévole associatif en 2025. Il n'était que 16% en 2010 d'après France Bénévolat. Voilà qui bouscule quelques idées reçues sur une génération que l'on caricature souvent comme totalement nombriliste, voulant échapper constamment à la dure réalité du monde. Peut-être que le Covid, eux, ils s'en souviennent très bien et que le monde de demain n'est pas pour eux un dû, mais un défi. Oh, il y aura bien quelques grincheux pour les trouver naïfs, mais en tout cas, c'est notre dossier du jour. Et voilà une émission qui va nous faire du bien, car ce matin jusqu'à midi, ensemble, nous allons faire l'expérience de la charité avec les jeunes. Vous l'avez compris, avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, immense réseau de charité à travers le monde. Dans 30 minutes, nous célébrerons la messe à Nîmes avec de nombreux bénévoles de l'association dans cette église et dans cette ville qui, vous le verrez, a une place importante dans la riche histoire de cette société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous présenter Pierre Bernard. Bonjour Pierre. Bonjour David, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Vous travaillez dans la gestion de patrimoine, mais ce n'est pas pour ça qu'on vous a invité. Ça, c'est votre métier. Vous êtes surtout engagé auprès des plus démunis, des personnes isolées de la rue, car le lundi soir, vous partez en équipe, en maraude, dans les rues de Paris pour aller à la rencontre des sans-abri. Vous êtes bénévole pour cette société de Saint-Vincent-de-Paul, association qui a été créée au début du 19e siècle à Paris, grande association catholique, et qui intervient aujourd'hui sur les 5 continents pour aider les personnes les plus démunies. Une longue tradition de charité. La charité, c'est la grande thématique ce matin jusqu'à midi. Ce mot, qu'est-ce qu'il vous inspire, charité, Pierre ? La charité, c'est d'aider son prochain, c'est d'agir en fait avec beaucoup de simplicité. Moi, j'ai cette intuition qu'on ne peut pas rester en fait insensible à la misère qu'on voit en fait, qui nous est proche ou même qui est plus lointaine. Je me suis toujours engagé en fait, si vous voulez. J'ai de nombreuses années scout derrière moi, et c'est vrai que depuis tout jeune en fait, j'ai expérimenté, on va dire, des services. J'ai cette phrase qui me vient de Baden-Powell qui nous dit essayez de laisser le monde un peu meilleur qu'il n'est quand vous partirez. Fondateur du scoutisme. Voilà. La Société Saint-Vincent-de-Paul est un immense réseau de charité, je le disais en présentant la thématique de cette émission. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une association qui est vraiment construite sur des conférences, comme on appelle, qui sont locales, qui correspondent aux paroisses. Donc vous êtes dans la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, dans votre paroisse à Paris, dans le 17e arrondissement, du côté du quartier des Batignolles. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette paroisse et quelle est votre activité bénévole, très précisément ? Alors, au Batignolles, donc il y a la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui est rattachée. Au niveau local, on va avoir des conférences en fait qui vont être vraiment axées sur des services qui répondent à des besoins locaux. Et dans notre conférence, il y a des visites en fait aux personnes isolées, aux personnes fragiles. Il y a des cafés solidaires, donc on accueille en fait des personnes fragiles, des personnes isolées dans un lieu de rencontre avec un café de façon hebdomadaire. Il y a des hivers solidaires, donc des activités pendant l'hiver où on accueille en fait des personnes de la rue pour leur offrir un toit et un repas.
Il y a aussi des maraudes, et donc moi je m'engage dans les maraudes. Voilà, et vous êtes responsable de la maraude du lundi soir. Exactement, ouais. Avec beaucoup de jeunes. On va visiter avec beaucoup de jeunes, on va visiter les personnes en fait qui sont dans la rue, tout simplement, avec un café. Voilà. On a vu ce chiffre dans l'éditorial d'Éric Paillet. 23% des jeunes de 15-34 ans participent à une activité bénévole au sein d'une association en 2025. C'était 16% en 2010. C'est très intéressant ce chiffre et c'est marquant aussi. Dans votre association, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, vous êtes avec des jeunes, on va voir un reportage tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous enthousiasme ou vous vous dites, bon, après tout, c'est normal et il n'y en a pas encore assez de jeunes qui s'engagent? Ah bah oui, ça m'enthousiasme, il faut s'en réjouir. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes qui nous rejoignent. En fait, on reçoit des messages en fait, de jeunes qui ont vu des annonces, qui ont entendu parler des maraudes, qui nous contactent pour venir aider. Alors pour les maraudes, c'est des jeunes de 18, 35, 40 ans. Jeunes professionnels. Jeunes professionnels, on va dire, c'est la cible des bénévoles. Et il y a aussi des plus jeunes encore, lycéens, 16, 18 ans, qui nous rejoignent, qui participent par leur école en fait, à des services. Et ils sont les bienvenus. Qu'est-ce qui fait l'envie de s'engager quand on a entre 18 ou 16 ans et 35 ans? Bah, je pense qu'on ressent au fond de soi en fait, une volonté d'agir, une certaine frustration à l'injustice. En fait. Donc, je pense que l'envie d'agir, l'envie d'être bénévole, en fait, elle vient de quelque chose qui est enfoui en nous. Je pense qu'on a tous besoin d'aimer le prochain, en fait. Et donc, c'est la façon de concrétiser cette intuition des choses qu'on a en nous. Parce que dans la charité, il y a cette question de l'amour. Hein. Oui. Ouais. Bah, par rapport aux maraudes, la charité, en fait, on est en plein cœur de la charité avec les maraudes. C'est-à-dire que la visite aux personnes isolées dans la rue, on y va pour leur offrir un café, mais qui est un prétexte. L'idée, c'est vraiment de créer un échange avec ces personnes, de leur montrer qu'elles ont de la valeur pour le monde, de leur montrer qu'elles comptent pour la société. C'est des personnes qui sont fragiles, en fait, qui sont isolées, qui se sont marginalisées ou qui ont été marginalisées. Et l'idée, c'est d'aller les voir et de leur donner un petit peu d'amour. Il y a de l'amour, il y a vraiment une vision de société, une vision de l'homme et de la femme aujourd'hui. Regardez ce que disait Frédéric Ozanam, c'est le fondateur de ces conférences, de cette société de Saint-Vincent-de-Paul. On célébrera la messe tout à l'heure avec de nombreux bénévoles de cette grande association. La question qui divise les hommes de nos jours n'est plus une question de forme politique, c'est une question sociale. C'est de savoir qui l'emportera de l'esprit d'égoïsme ou de l'esprit de sacrifice. Donc là, on est au début du 19e siècle, mais j'ai presque l'impression qu'il parle d'aujourd'hui. C'est vraiment un choix. Comment elle vous parle, cette phrase, par rapport à notre société aujourd'hui et l'engagement des jeunes? Cette phrase, déjà, elle s'ancre dans le contexte dans lequel Frédéric Ozanam en fait, a créé la Société Saint-Vincent-de-Paul. Et il s'est inspiré de Saint-Vincent-de-Paul 2 siècles auparavant, 1630. Et aujourd'hui, en fait, c'est toujours d'actualité. Et je pense que ce sera encore d'actualité dans 100 ou dans 150 ans. Je pense que c'est un sujet, en fait, qui reste. Et les jeunes sont sensibles à cette question de l'injustice. Bien sûr. Soit on choisit l'égoïsme, soit on choisit les autres et être ensemble, quoi. Ouais. En fait, la jeunesse... Parce que tout pousse les jeunes à l'égoïsme aujourd'hui. On a ce sentiment-là. Les réseaux sociaux, il faut gagner de l'argent, il faut faire des bonnes études. Et pourtant, non, on s'engage. Ouais, alors tout pousse les jeunes à l'égoïsme, pas forcément. En fait, je pense que dans ce qu'on voit en général, ou dans ce que les médias peut-être font passer, ou dans la façon dont on peut voir la société, mais moi je pense qu'il y a encore aussi, et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment au fond de soi, il y a à mon avis cette volonté de faire quelque chose, de changer les choses, ou en tout cas d'agir en fait. Et l'idée en fait des services de charité comme les maraudes, c'est vraiment très concret en fait, c'est l'opportunité de mettre en action en fait cette intuition ou cette envie ou cette volonté de changer quelque chose. On va le voir tout de suite sur le terrain, dans une maraude, votre maraude j'ai envie de dire, dans le 17e arrondissement de Paris, dans votre paroisse du côté de Sainte-Marie-des-Batignolles, c'est le 17e arrondissement de Paris. Regardez, c'est une expérience de charité. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Voilà, Seigneur, on te prie pour laisser notre journée derrière nous et se concentrer sur notre prochain.
café, thé. On a des gobelets ici. On a l'eau ici qui est donc dans un thermos. Et on part par équipe de 2. Je m'appelle Rieul, j'ai 29 ans, je suis vendeur et je fais les maraudes à Sainte-Marie-des-Batignolles depuis 1 an à peu près. Bonsoir. Bonsoir. Miroslav, ça va? Ça va et vous? Ouais. Ouais, ça va nickel. En forme? Je m'appelle Anne-Fleur Rocoq, j'ai 30 ans. J'ai besoin d'être au service de la personne, de créer du lien. Une triple Alors une triple soupe. C'est une recette ultra Il exigeante. faut qu'aussi je pense aux autres. Comment s'est passée la journée? Tranquille? Il a fait beau, ouais. Bah, En fait, on se rend pas compte, mais ce sont des personnes, certes, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de dormir, etc. Mais ce sont des personnes qui réalisent très peu d'échanges, mais en général, des personnes à qui on donne assez peu d'amour. Ça fait toujours plaisir. C'est pas tous les jours, mais ça fait plaisir. Bien sûr, carrément. Avec un café aussi bon que le vôtre. et vous, Jurek, vous dormez également ici? Ouais. Oui. Ok, d'accord. Parce que j'étais. Oui. Miroslav, je vous avais vu, je crois, 2 fois. J'étais venu plusieurs fois ici, je vous avais vu 2 fois, mais j'avais pas rencontré Jurek encore. On va y avancer, on va. Je vous dis à très vite. On fait quoi? On s'arrête au premier Je pense qu'ils étaient contents de nous voir, ils avaient le sourire. Ça fait chaud au cœur de voir que ils nous attendent et qu'ils passent des bons moments. Donc ça, c'est le plus important. C'est juste une soirée, un lundi soir, ça demande pas grand-chose. Donc je dirais assez de simplicité et un petit peu d'effort, puisque ça demande de sortir de sa zone de confort, d'aller voir des personnes à qui on n'aurait jamais parlé, évidemment, en temps réel. Oui, Jacques, vous avez passé une bonne journée ou pas? Vous avez fait quoi aujourd'hui? Ah, c'est la tristesse. Le sac de couchage s'est cassé et vous avez perdu des affaires en... Ah mince. Bon, j'espère que vous retrouverez les affaires et on vous souhaite bon Et courage. faites attention à Voilà. vous. On se revoit vite. Nous, on vient ici tous les lundis. Le pauvre, il allait pas très bien. Vraiment, on a parlé avec lui quelques minutes. Ça leur fait toujours plaisir, quoi. La misère, on la voit tous les jours, mais finalement, on est assez distant de la misère, on s'en rend pas trop compte. Donc, être en contact directement avec ces personnes, ça permet d'en prendre plus conscience pour avancer dans la vie, pour prendre peut-être plus de recul même sur soi. Seigneur, on te rend grâce pour cette maraude. Et puis, on te confie les personnes qu'on a rencontrées. Voilà pour cette belle expérience de fraternité, de charité avec la Société Saint-Vincent de Paul dans le Paris, dans le 17e arrondissement. C'est de la Maraude dont vous êtes le responsable. Je vous rappelle que nous célébrerons la messe à partir de 11h avec des bénévoles de cette grande association Saint-Vincent de Paul du côté de Nîmes. Peut-être une réaction, hein, vous connaissez ces rues parisiennes, vous connaissez ces camarades avec qui vous allez à la rencontre de ces personnes isolées. Qu'est-ce que ça fait pour des jeunes d'être confrontés à la grande misère? Est-ce que c'est facile à recevoir? Non, c'est pas facile. Et même avec une régularité, en fait, c'est jamais agréable, c'est jamais simple. En fait, c'est même un peu repoussant. On n'a pas envie. Ouais. Les personnes qu'on va rencontrer, parfois, elles nous attendent pas, en fait. Donc c'est pas forcément évident, c'est pas forcément simple. Elles vous disent non parfois? Ouais, ça arrive. Alors parfois elles nous disent non, mais aussi parfois, à l'inverse, elles sont très contentes qu'on aille les voir. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, le but c'est vraiment de créer un échange et c'est avec aussi des visites régulières, en fait, c'est commencer à se connaître, pas forcément avoir une relation d'amitié, c'est plutôt vraiment de la fraternité. Par exemple, à la fin de l'été, quand on ne les a pas vus pendant une certaine période, en fait, il y a quelques personnes qui nous disent qu'elles nous ont attendus. C'est vraiment la preuve. Elles avaient envie de ce lien avec vous? Oui, elles ont besoin de ce lien, ouais. Elles ont besoin de ce lien. Il y a ce sentiment d'impuissance aussi, on le voit. La personne perd ses affaires, se fait voler ses affaires. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est-à-dire que de temps en temps, vous devez vous retrouver face à des situations en disant que faire? Ouais. En fait, ça ne nous appartient pas, la situation. L'idée, c'est aussi de pas être dans la performance. On y va vraiment de façon assez détachée par rapport aux résultats. En fait, on crée ce lien. En tout cas, on donne le plus possible en fait par notre démarche. Ça peut être juste un regard, ça peut être une gestuelle. Hein, c'est vraiment
parfois on ne trouve pas les mots justes en fait, et de laisser faire en fait voilà cette preuve d'amour qui passe à travers cette rencontre. Et ce lien dont vous parlez, qui est important, où il passe en effet beaucoup de choses, il est facile à créer avec des personnes qui parfois qui vivent des choses tellement difficiles, donc qui sont dans la souffrance, qui peuvent être aussi parfois un peu désaxés ou malades. Comment on crée ce lien-là en fait? Eh ben, ça se fait avec de la patience, ça se fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. Les personnes qu'on va rencontrer, elles sont sensibles, elles sont fragiles. En fait, chaque histoire est unique. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Il faut casser plein d'idées reçues. En fait, on peut faire un stéréotype des personnes dans la rue, mais en fait, les personnes qui sont dans la rue, un jour, elles ont été blessées. Elles se sont décrochées, on va dire, un petit peu de la société. Elles n'étaient pas sans doute suffisamment entourées de leurs proches. Quand il y a eu une épreuve ou quelque chose comme ça, et puis hop, elles sont arrivées dans un cercle vicieux. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être... Oui, en fait, on ne se rend pas bien compte, mais il y a des personnes qui sont extrêmement cultivées, qui ont une vie passée, avec qui on discute, etc., qui sont vraiment dans la rue. Et donc, de recréer un lien, de recréer en fait quelque chose, ben non, c'est pas simple. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer d'apporter une petite pierre. On n'a pas la prétention de vouloir les sortir de la rue. C'est pas du tout le but de la maraude. Le but de la maraude, c'est d'apporter une petite pierre et puis pierre après pierre, de faire quelque chose. Et les jeunes, par définition, ils ont peu d'expérience de la vie ou pas forcément une grande expérience de ces choses-là. Est-ce qu'ils ont peur de mal faire? Non, ils y vont avec confiance? Ouais, en fait, pour répondre à la question, les jeunes qui arrivent, qui découvrent, en général, ils vont pas forcément trop s'impliquer dans la discussion, dans l'échange, poser trop de questions, etc. Ça se fait avec douceur, en fait. Les jeunes qui arrivent, qui découvrent, ils vont regarder un peu les personnes qui ont plus de régularité, en fait, et de connaissance de la personne. Et puis, au fur et à mesure, en fait, elles vont s'impliquer dans la discussion, elles vont arriver. C'est quelque chose de très naturel, en fait. Il n'y a pas de... J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité s'il me manque l'amour. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. C'était bien sûr la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. La question de la foi, comment votre foi grandit et la foi des jeunes grandit-elle dans la relation aux personnes de la rue? Alors, la Société Saint-Vincent de Paul, c'est un mouvement catholique, mais de laïcs. Donc, c'est pas rattaché à l'Église, mais c'est en partenariat avec l'Église. Donc, il y a beaucoup de personnes catho qui y participent. Moi-même, je suis catholique, je suis pratiquant. Par rapport à la foi, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie. C'est quelque chose qui nous porte, quelque chose de très important. Moi, je pense que quand on va à la messe, qu'on prie, et si ça s'arrête là, il manque quelque chose, en fait. La foi et l'espérance, en fait, s'il manque la charité, c'est comme un tabouret avec deux pieds, en fait. Il faut vraiment les trois pieds, je pense, pour que ce soit... il faut agir. Pour que ce soit stable, il faut agir. Ouais, il faut avoir cette dimension de charité quand on est chrétien, c'est important. Et ces personnes que vous rencontrez dans la rue, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Il y a un échange, donc en fait un échange c'est donnant-donnant, donc forcément elle nous apporte quelque chose. Ça permet, ça se fait à la longue, je pense. Il y a des moments où en fait il y a des choses qui se passent, il y a une certaine joie, je pense, qui arrive quand on rencontre ces personnes et parfois voilà on ressent cette joie, il y a je pense que c'est ça. Quelque chose qui se passe. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de François. Alors François, il vit une expérience intéressante à travers d'une colocation originale de la paroisse de la Mulatière. La Mulatière, c'est en banlieue lyonnaise. Les colocataires de cette colocation bénéficient d'un loyer très modeste. En contrepartie, c'est un investissement auprès des associations locales de la paroisse. Regardez. Je m'appelle François Brault, j'ai 20 ans. Je suis étudiant dans une école de commerce à Lyon. Et j'habite dans une colocation qui est tenue par la paroisse, qui s'appelle Étudiants Autrement. Et l'objectif de cette coloc, c'est de s'engager bénévolement dans une association laïque de la Mulatière, donc la ville où on habite. On est tous étudiants et on se croise tous les jours au moment des repas, souvent le soir quand on rentre des cours. Et on partage, donc par exemple la messe le dimanche, on y va ensemble dans l'église qui est juste à côté de chez nous. Et voilà, on partage donc surtout des repas, des moments de discussion, de temps en temps des jeux de société. Très vite, ça s'est bien passé et je pense que le fait d'avoir cette envie de s'engager construit la vie de coloc entre nous. Vas-y, je vais me mettre là. En tant qu'étudiant donc en école de commerce, j'ai quand même du temps libre
Donc actuellement, je suis engagé bénévolement dans une association de la Mulatière qui est une association d'aide alimentaire avec la banque alimentaire donc, du coin, donc juste à côté de là où j'habite. Pour moi, c'est très important de s'engager bénévolement parce que c'est un moyen d'apprendre des autres. Les yaourts, là-dessus. Parfait. Vous avez peut-être besoin d'aide pour emmener le 3e sac. Dans ces moments d'entraide, il y a du relationnel et de là, on comprend mieux les enjeux de la vie des autres personnes. Et je trouve que dans ces moments-là, on a une vision peut-être qui est plus globale de la société dans laquelle on vit, si on peut dire. Tac. Tenez. L'objectif, donc, le mois prochain, ce serait de m'engager cette fois-ci dans une association d'accompagnement scolaire pour les jeunes, qui est le centre social de la Mulatière. L'accompagnement scolaire, ça me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai pu recevoir en tant que lycéen quand j'ai dû m'orienter pour mes études. Donc il y a des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont donné un cap. Et maintenant, j'ai envie aussi de donner à d'autres personnes pour aussi les aider à s'orienter et sortir de cette idée où voilà, les études, c'est pas fait pour moi, etc. En leur donnant aussi un cap. Le fait d'être actif, même engagé en fait, dans le quartier dans lequel on vit, ça permet de trouver mieux sa place, de se sentir plus utile dans le lieu où on vit et on se sent même plus légitime au final d'être là. Ouais, on se sent utile. Voilà pour cette super idée de colocation originale, pertinente. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans François quand vous étiez jeune étudiant? Ouais, moi j'étais pas mal engagé en fait dans différentes assos via le scoutisme en fait, effectivement. On voit qu'il y a quelque chose de très naturel chez François. Ouais, mais on sent cette volonté, ce côté naturel en fait, ça se fait vraiment, je pense, en toute simplicité, tout ça. Il y a assez d'initiatives comme ça chez les jeunes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en France, les jeunes sont quand même vraiment engagés et d'une manière très concrète? Ouais, bah moi, mes amis, les gens que je croise, en fait, effectivement, on sent qu'il y a une envie de servir. Puis les chiffres le montrent, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui nous regardent peut-être ce matin et qui hésitent à un engagement? Parce que ça prend quand même du temps, ça prend de l'énergie. Ouais. Alors, par rapport à la question de temps, le temps c'est précieux et en fait, quand on le donne, quand on s'engage à donner du temps, ça décuple en fait la joie du service, si vous voulez. Donc plus votre temps est précieux, plus quand vous le donnez, vous en ressentez beaucoup de joie. Moi, je pense que c'est vraiment le message à faire passer, c'est que, il y a énormément de besoins. Il y a peut-être 17 000 personnes qui s'engagent dans la Société Saint-Vincent-de-Paul en France, 800 000 dans le monde. Mais c'est un immense réseau de charité. Mais il y a un énorme besoin. En fait, on voit que les personnes ont besoin d'être visitées. Les personnes dans la rue, il faudrait les visiter beaucoup plus. Donc il y a un vrai besoin et en fait, il y a une vraie attente. Et il y a beaucoup de simplicité. En fait, il ne faut pas. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Qu'il y ait beaucoup de difficultés pour s'engager. Il y a plein d'associations qui existent, même s'il n'y a pas que la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc beaucoup de simplicité à y aller. Et puis après, de la joie. En fait, on reçoit de la joie quand on s'engage. Ouais, ça c'est beau, ça c'est une belle manière d'y aller ou d'avoir envie d'y aller. J'aimerais qu'on regarde un portrait maintenant d'un jeune homme, voilà, Pier Giorgio Frassati, qui vient d'être canonisé par le pape Léon XIV à Rome en cette année jubilaire. Un jeune du début du XXe siècle en Italie, engagé auprès des plus pauvres dans une conférence notamment de Saint-Vincent-de-Paul. Et lors d'une de ses visites, c'est dans un quartier pauvre, il tombe malade et il meurt une semaine après, le 4 juillet 1925. À 24 ans seulement, que vous inspire ce visage de la jeunesse? La fougue. Une envie de changer les choses, une envie de déplacer les montagnes. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la montagne. Quelque chose aussi de démesuré. C'est-à-dire que lui, il ne s'est pas vraiment posé de questions, il y est allé à fond. C'est-à-dire qu'il est vraiment... il a passé... Alors lui, quand il a donné son temps, il a donné presque tout son temps. Voilà. C'est plutôt beau quand même, c'est un beau témoignage. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Restez sur ce plateau du Jour du Seigneur, puisque maintenant nous allons parler de culture et nous parlons toujours de culture avec Constance de Bonaventure. Bonjour. Bonjour David. Constance. Bonjour. Bonjour Constance. Et vous continuez à nous partager vos coups de cœur littéraires ce matin. Il s'agit d'un roman qui nous ramène au procès de Nuremberg. Oui, c'est Le Crépuscule des hommes. Alors c'est un roman historique, vous le disiez, qui retrace le grand procès du XXe siècle. Nous sommes à Nuremberg en 1945. La guerre vient à peine de cesser. Le monde découvre tout juste l'horreur des camps de concentration. Et déjà, il faut juger l'impensable. Alors ce roman, ce n'est pas seulement le récit de ce procès. L'auteur, Alfred de Montesquieu,
qui est un grand reporter, lui-même passé par les zones de conflit, eh bien, il met en scène ici ceux qui ont couvert cet événement, c'est-à-dire les journalistes, les photographes, les écrivains. Alors, on croise dans ce roman Joseph Kessel, Elsa Triolet, John Dos Passos, on croise des Français, des Américains, des Soviétiques, et ce sont eux les héros de ce livre. Ils nous livrent les coulisses du procès entre stupeur, doute et lucidité, et à travers leurs yeux, on découvre l'ampleur des crimes nazis. Alors c'est vraiment un roman passionnant qui déjà nous offre un regard nouveau sur cette page de l'histoire qu'on pense tous connaître, les procès de Nuremberg, et puis ça soulève des questions vraiment intéressantes. Comment est-ce qu'on raconte l'histoire qui est en train de s'écrire en direct, et surtout comment juger des hommes qui ont effacé tant de vies. C'est vraiment un roman très passionnant. Le crépuscule des hommes, c'est d'Alfred de Montesquieu et c'est publié aux éditions Robert Laffont. Une exposition maintenant à Paris, celle du prix photo CCFD Terre Solidaire. C'est au Point éphémère, Constance. Oui, l'expo s'appelle « Voir le monde en face ». Alors c'est un prix international lancé par le CCFD Terre Solidaire qui, vous connaissez sans doute, est une ONG qui lutte contre les causes de la faim à travers le monde. Et ce prix met à l'honneur la photographie humaniste et environnementale. Et le thème de cette édition, c'est donc voir le monde en face. Alors l'objectif, c'est vraiment d'inciter les photographes à porter un regard sur des réalités méconnues. Cette année, il y a 5 lauréats qui ont été sélectionnés et tous nous présentent un monde en tension. Alors certains ont choisi de travailler sur les flux migratoires à travers, entre la Colombie et le Panama. Un autre a travaillé, lui, sur la famine au Guatemala ou encore la sécheresse en Amazonie. C'est vraiment des images extrêmement saisissantes. Regardez cette photo qui a été prise au Brésil. Alors, ce sont des hommes qui s'apprêtent à reprendre l'avion après avoir manifesté contre le grand barrage de Belo Monte. Et c'est des œuvres qui sont présentées en grand format, ce qui est très percutant. Et l'objectif, c'est vraiment que les gens voient le monde en face, les visiteurs, qui ne détournent pas le regard de l'injustice et des conséquences des conflits. Et c'est vrai que grâce à cette expo, on découvre beaucoup de problématiques complètement méconnues. Et puis on comprend aussi à quel point la photo est encore aujourd'hui un témoin, un acteur de sensibilisation. Voir le monde en face, c'est donc à Paris en ce moment, tout le mois d'octobre, au Point éphémère. Voir le monde en face, c'est ce que vous faites, Pierre, dans les maraudes. Non, c'est important. Oui, je pense. D'avoir ce courage-là ou cette envie-là. Bah oui. En fait, on est vraiment dans le réel, pour le coup. Et c'est ça aussi la foi, être dans le réel, je crois. Constance, vous continuez à déceler pour nous les références à la vigne en cet automne dans le patrimoine religieux français. Oui, aujourd'hui, je vous emmène visiter l'une des plus belles églises de Paris, Saint-Étienne-du-Mont, église située dans le 5e arrondissement, en plein cœur du quartier latin. Alors, l'édifice est connu pour son jubé, cette barrière de pierre qui sépare le chœur de la nef. C'est le seul jubé subsistant à Paris, une véritable dentelle de pierre, vous le voyez. Et l'autre point d'intérêt de cette église, ce sont ses vitraux. Alors, puisqu'on parle de vigne ce matin, vous le disiez, je vous propose de regarder de près le pressoir mystique qui se trouve dans la salle des catéchistes. Réalisé au début du XVIIe, il représente le Christ étendu sur un pressoir. Vous voyez le sang jaillir de ses plaies, un sang qui nourrit la terre. Vous l'aurez compris, cela illustre l'Eucharistie, c'est-à-dire le vin qui se change en sang du Christ. Tout autour de lui, les activités viticoles sont assurées par des grands noms de l'Église. Ce sont les patriarches qui plantent la vigne, les prophètes qui la taillent, les apôtres qui font la vendange. Et regardez, ici, on voit Saint Jean et Saint Matthieu qui portent les cuves au Père de l'Église. Alors, c'est de la peinture à l'émail sur verre blanc. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vitraux qui ont été conçus pour être regardés de près, à hauteur d'homme, plus facile donc pour faire passer un message aux fidèles. Merci Constance pour cette visite d'église que je crois vous connaissez bien. Pierre, on va vivre la messe dans quelques instants à Nîmes. Nîmes qui est la première ville où une conférence Saint-Vincent-de-Paul a été créée. C'est le début de la création de ce grand réseau Saint-Vincent-de-Paul après la création à Paris. C'est important ce côté-là, l'essor de Saint-Vincent-de-Paul. Oui, bien sûr. En fait, c'est une société qui s'étend et qui est vraiment en local. C'est vraiment ça une des idées vraiment de la fondation de la société Saint-Vincent-de-Paul. Ouais. Et tout de suite,
On va aller vivre cette messe à Nîmes avec des bénévoles comme vous de cette Société Saint-Vincent-de-Paul, une ville qui, vous l'avez compris, a une place importante dans l'histoire de l'association. Les paroissiennes, les paroissiens et les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, nous attendent dans l'église. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.